Mai 2026, à Bruxelles, une ligne glissée dans un calendrier repousse à 2028 les contrôles les plus durs sur l'IA à haut risque. Sur l'écran d'un dirigeant, ce n'est qu'un délai de 2 ans. Dans son système, cela peut devenir une dette invisible. Épisode Régulation de l'IA. L'erreur qui prépare le crack de 2008. Chapitre 1 Le délai qui fabrique une exposition. 2 ans semblent courts dans un texte de loi. Ils suffisent à installer une dépendance dans les gestes quotidiens. 2 ans de report réglementaire paraissent minuscules face à une technologie qui promet de transformer des pans entiers du travail. Pourtant, 2 ans suffisent à brancher un modèle dans des flux sensibles, puis à faire disparaître les compétences qui permettaient de le contrôler. Selon l'Oxford Business Law Blog, en mai 2026, l'Union européenne a accepté de différer jusqu'en 2028 les obligations les plus strictes de l'AI Act pour les systèmes à haut risque. Le même article décrit un pivot américain vers une approche légère, motivée par la crainte de fragmenter le marché intérieur. Le mot important n'est pas dérégulation, c'est séquence. Une règle différée ne laisse pas un terrain vide. Elle laisse le temps aux contrats et aux habitudes de se solidifier, tandis que les interfaces rendent le retour plus coûteux. Imaginez une équipe de conformité un lundi matin. Le logiciel lui remonte une recommandation de refus de dossier, accompagnée d'un score et d'une phrase d'explication. La personne valide, le flux est déjà conçu ainsi, le délai client compte et les paramètres du score restent inaccessibles. C'est ici que l'analogie avec 2008 devient utile, à condition de ne pas la transformer en prophétie. Avant la crise financière, le danger ne résidait pas dans un produit mystérieux isolé. Il venait du fait que des institutions avaient construit des décisions ordinaires sur des actifs dont elles ne pouvaient plus juger le risque réel. Pour l'IA, le risque comparable n'est pas un krach boursier annoncé. C'est une concentration de décisions à fort enjeu derrière des systèmes que leurs acheteurs ne savent ni auditer ni remplacer rapidement. Le régulateur cherche un compromis compréhensible. Il veut éviter de ralentir l'expérimentation et de donner un avantage à d'autres juridictions. Mais le coût de ce compromis est supporté ailleurs. L'entreprise intègre trop vite, le client subit une décision opaque et l'écosystème entier peut être atteint si le fournisseur commun se révèle défaillant. La dérégulation n'est donc pas une absence de coût, c'est un transfert du coût vers ceux qui découvrent tard leur dépendance. La bonne question n'est pas « faut-il freiner l'IA ?», elle est plus précise. Quelles décisions deviennent irréversibles pendant que l'on attend les contrôles ? Car un modèle peut changer du jour au lendemain, alors qu'un processus métier branché à ce modèle s'arrache rarement en une semaine. Ce décalage entre la vitesse du fournisseur et la lenteur du client forme le vrai bilan caché de l'IA. Comment le lire avant qu'une panne, une interdiction ou un changement de condition ne le révèle ? Chapitre 2 Une opacité qui circule. La boîte noire ne reste jamais chez son fabricant. Elle voyage dans les contrats, puis dans les décisions. La crise de 2008 offre une méthode, pas une équivalence parfaite. Les titres financiers complexes avaient dispersé un risque que peu d'acteurs savaient mesurer dans son ensemble. Un grand modèle peut lui aussi être intégré par une multitude d'organisations qui ne voient qu'une interface et une facture mensuelle. Entre les deux, le produit n'est pas le même. La structure de l'ignorance, elle, mérite attention. Selon le rapport de l'OCDE, Regulatory Governance of the Digital Economy, publié en juin 2026, l'IA et la finance d'avant 2008 partagent 6 défis structurels, dont un risque systémique insuffisamment reconnu et une capacité réglementaire qui peine à suivre les transformations du marché. Le rapport ne dit pas qu'un modèle de langage est un produit financier. Il signale une dynamique. La complexité peut déplacer la responsabilité plus vite que les institutions ne déplacent leur contrôle. Dans la finance, une note pouvait donner l'illusion d'une mesure commune du risque. Dans l'IA, une démonstration ou une évaluation de sécurité peut jouer ce rôle psychologique, tandis qu'un tableau de précision lui donne l'apparence d'un verdict. La métrique rassure, mais elle ne décrit souvent qu'un périmètre défini par le fournisseur ou par un testeur. Elle ne répond pas forcément à la question décisive pour l'acheteur. Que se passe-t-il dans mon flux, avec mes données, mes exceptions et mes responsabilités juridiques ? Le mécanisme économique est direct. Le laboratoire amortit ses coûts d'infrastructure sur un très grand nombre de clients. Chaque client paye une faible part du service et gagne du temps localement. Mais la dépendance est concentrée au même endroit. La capacité de calcul et la continuité de l'accès, avec le pouvoir de modifier le modèle ou son prix. La valeur de l'usage est dispersée. Le pouvoir de modifier les règles reste centralisé.
Voilà pourquoi la concurrence pertinente n'est pas toujours frontale. Une entreprise n'est pas nécessairement évincée par un autre logiciel qui lui ressemble. Elle peut subir une compression par l'amont. Le fournisseur de modèles modifie son prix, ses limites ou ses règles d'accès et aspire une part de la marge de tous ceux qui avaient construit un service sur son interface. Le client final voit son outil ralentir. L'intégrateur, lui, découvre que sa promesse commerciale dépendait d'un bouton extérieur. On peut objecter que les clients disposent de plusieurs modèles. C'est vrai sur un tableau comparatif. Cela cesse d'être vrai quand les procédures de travail et les contrôles ont été calibrés pour un seul fournisseur. L'interchangeabilité technique ne garantit pas la substituabilité opérationnelle. La question à poser au comité de direction devient alors moins spectaculaire et plus exigeante. Qui, chez nous, peut expliquer le comportement de ce modèle, surveiller ses écarts et organiser une sortie crédible? Une réponse sérieuse distingue la portabilité du code de la portabilité de l'exploitation. On peut déplacer une interface en quelques jours et découvrir, des semaines plus tard, que les jeux de test ne couvrent pas les dossiers rares, que les équipes ne savent plus arbitrer les divergences et que le nouveau fournisseur n'accepte pas les mêmes données. Le coût de sortie n'est donc pas le prix d'une nouvelle interface de programmation, c'est le coût de reconstruire une confiance opérationnelle, sous contrainte de délai et parfois devant un client déjà mécontent. Les contrats devraient rendre ce coût visible. Préavis sur les changements majeurs, accès aux journaux utiles, export des données de configuration et capacité de tester un scénario de repli avant l'incident. Ces clauses ne rendent pas le fournisseur interchangeable. Elles empêchent seulement que l'interchangeabilité reste une fiction achetée sur une diapositive. Chapitre 3. Le bouton hors de vos murs. Une décision publique ou commerciale peut couper un service avant que l'organisation ait fini sa réunion de crise. Le cas de Claude Fable 5, rapporté par Gigazine et Enterprise DNA en 2026, donne un visage concret à cette fragilité. Selon Gigazine, Anthropic a prolongé l'accès gratuit à Claude Fable 5 pour les abonnements payants jusqu'au 19 juillet 2026, après une échéance initiale au 13 juillet, tout en maintenant une limite de quota de Claude Code à 50%. De son côté, Enterprise DNA rapporte que le modèle, fondé sur l'architecture Claude Mythos, avait aussi subi une interdiction d'exportation du département américain du commerce pendant 18 jours, levée le 30 juin 2026. Peu importe ici la qualité relative du modèle. Regardez la scène opérationnelle. Une société de logiciels a configuré ses assistants de développement autour d'un accès précis et d'une capacité donnée dans une fenêtre de coût prévue. Puis, une décision administrative ferme l'accès international. Les développeurs ne perdent pas seulement un outil, ils perdent les automatismes construits autour de cet outil, et avec eux les tests qui rendaient leur cadence fiable. Le responsable produit doit expliquer à ses clients pourquoi une fonction vendue comme immédiate devient intermittente. L'épisode met en lumière une forme de risque souvent mal classé. Ce risque de chaîne ne relève ni de la seule règle, soumise à un arbitrage géopolitique, ni du seul fournisseur, qui ne maîtrise pas toutes les autorisations. Une autorité agit sur un intrant stratégique, le laboratoire ajuste l'accès. Les intégrateurs absorbent la rupture jusqu'aux clients finaux qui découvrent leur dépendance. Le quota à 50% raconte la même histoire à une échelle plus banale. Un plafond d'usage n'est pas forcément une faute du fournisseur. Il peut exprimer une contrainte de capacité ou de coût, parfois une politique de produit. Pour celui qui a promis une réponse instantanée à ses propres clients, la cause importe moins que l'effet. Une partie de son offre devient rationnée par une décision qu'il ne pilote pas. Cette pression, aggravée par l'incertitude politique, ne se défend pas par une simple négociation. La ressource rare dépasse le modèle. L'autorisation et la capacité informatique déterminent aussi le droit de servir certains territoires. En 2008, beaucoup d'acteurs avaient découvert que la liquidité semblait abondante jusqu'au moment où chacun voulait la même chose. Dans l'IA, la disponibilité peut sembler acquise jusqu'au moment où une restriction, un quota ou une mise à jour touchent simultanément les mêmes dépendances. La question n'est donc pas de savoir si chaque incident annonce un désastre. Elle est de mesurer combien de fonctions critiques reposent sur le même point de passage. Quand une dépendance se répand dans un secteur, l'incident local cesse-t-il d'être local ? La réponse dépend moins du nombre d'entreprises clientes que de l'endroit où le service est inséré. Un même modèle placé dans des brouillons marketing peut tomber sans propager grand-chose. Placé au centre de la détection de fraude, de la relation client ou du développement logiciel, il coordonne malgré lui les retards et les contournements.
C'est là que l'analogie avec la finance devient féconde. Le danger ne vient pas d'un acteur célèbre, mais de connexions semblables activées au même moment. L'entreprise prudente ne cherche pas à deviner la prochaine restriction. Elle repère les fonctions qui cesseraient ensemble de respirer si un point extérieur se fermait. Chapitre 4. La résilience se prouve avant la panne. Une promesse d'IA vaut ce que vaut son plan de sortie. Le reste est une démonstration. Un dirigeant n'a pas besoin de jouer au prophète pour traiter ce risque. Il doit séparer l'utilité d'un modèle de la dépendance créée par son intégration. La première se mesure dans un processus précis, le temps gagné et les erreurs qui reculent quand une décision peut être prise plus vite. La seconde apparaît le jour où le fournisseur modifie l'accès ou le prix du service. Voici une grille praticable. Commencez par cartographier les décisions plutôt que les outils. Un assistant qui rédige une première version de note interne ne porte pas le même poids qu'un système qui influence une admission ou un paiement. Sur un mur, dessinez le trajet d'une décision sensible, depuis la donnée entrante jusqu'au client affecté, en passant par le modèle et la validation humaine. Là où la flèche traverse un fournisseur unique, notez le délai réel de remplacement, pas le délai rêvé d'un appel d'offres. Ensuite, exigez une preuve de réversibilité. Une organisation qui dit pouvoir changer de modèle doit pouvoir rejouer des cas réels sur une solution alternative, examiner les écarts et remettre en production un flux acceptable. Cette preuve vaut davantage qu'une clause contractuelle vague. Elle révèle les dépendances enfouies dans les instructions et les données préparées, jusque dans les habitudes des équipes. Enfin, mettez le coût d'interruption dans le budget du projet. Chiffrez 2 jours sans service, puis une qualité dégradée, et donnez à la décision différée son prix réel. Selon l'Oxford Business Law Blog, le cadre européen le plus strict est précisément reporté jusqu'en 2028 pour les systèmes à haut risque. Ce délai rend ce calcul plus urgent, non moins urgent, parce que l'intégration progressera avant que les garde-fous les plus exigeants ne s'appliquent. X. La grille tient dans une discipline simple. Pour chaque usage, demandez qui possède le point de contrôle. Identifiez ensuite qui supporte le coût de la rupture et le temps nécessaire pour retrouver un service sûr. Si les réponses restent floues, l'outil n'est pas encore une capacité, c'est une exposition. La scène de Bruxelles revient alors autrement. Le calendrier n'a pas créé le risque, pas plus qu'il ne l'a supprimé. Il a offert du temps pour choisir où l'on accumule l'opacité. Une entreprise peut employer ce temps à empiler des dépendances ou à tester ses issues de secours pendant que la porte est encore ouverte. Le prochain incident ne dira pas seulement si un modèle est puissant, il révélera qui avait laissé son activité respirer par une seule machine et qui avait prévu l'ère de rechange. Cette discipline change aussi la manière d'acheter. Au lieu de demander quelle démonstration est la plus convaincante, on demande quel fournisseur accepte d'être testé dans ses conditions de sortie. Une intégration rapide ne mérite d'être célébrée qu'après examen de la part du processus qui resterait debout si l'accès était réduit demain matin. Le prix d'un service ne dit pas cette robustesse, seule une interruption simulée la révèle. C'est le test que la scène de Bruxelles rend urgent. Pendant que la règle attend, l'organisation choisit si elle accumule une promesse ou une capacité de reprise. La vraie innovation est celle qui laisse encore une issue. Quand la règle attend, la dépendance avance. Avant d'acheter une nouvelle promesse d'IA, demandez quel bouton extérieur peut arrêter votre activité.